Bienvenue à tous pour cette 8e séance du séminaire Pluralisme. Aujourd'hui, on a la chance d'écouter une présentation de Vincent Leget, qui est agrégé de philosophie, qui prépare une thèse avec Chantal Jacquet à l'Université Paris 1 et qui va nous parler des rapports de Spinoza au pluralisme. Alors le choix de cet auteur dans la sélection proposée jusqu'alors, les atomistes William James, Whitehead, Jean Wahl, Deleuze, Nelson Goodman, peut surprendre si l'on part de l'idée reçue que la métaphysique de Spinoza est un pur et simple monisme. Contre le dualisme, en fait, celui-ci a défendu une conception... Bonjour, bienvenue. Il a défendu une conception de la substance vue comme une, la pensée et l'étendue n'étant chez lui que des attributs de la substance, attributs dont il existe par ailleurs bien d'autres types pour lui, c'est-à-dire, en fin de compte, une sorte de monisme ontologique qu'on pourrait voir complété d'un monisme cosmologique si l'on considère que la nature est unité également chez lui, au point que Dieu lui-même lui est assimilé. Mais d'une part, un monisme neutre, décrivant, comme chez Whitehead par exemple, qu'on a étudié à la 3e séance, un fond mondain sur lequel se découperait ensuite l'infinité des pluralités existantes, n'est pas contradictoire avec le pluralisme, et il s'agit précisément de voir si cette nature spinoziste, sorte de plan d'immanence auquel s'est intéressé Deleuze, on en parlait un peu la semaine dernière avec Louis Morel, est capable d'incorporer en son sein l'idée d'un pluralisme ontologique, et peut-être même cosmologique, sans doute réformé par rapport aux conceptions qu'on a pu étudier jusqu'alors, mais permettant une explication satisfaisante des continuités et des discontinuités spatiales, temporelles dans l'ordre du devenir, et conceptuelles qui traversent notre réalité. Et il faut peut-être, d'autre part, pour cela, Vincent nous en dira certainement plus sur le sujet, s'appliquer de surcroît, distinguer avec Spinoza ce qu'on peut dire des existants en leur unité, unité qui renvoie peut-être toujours à un type plus universel permettant de décompter ces unités, et ce qu'on peut dire de l'essence, et en particulier de l'essence de Dieu ou de la nature, qui, elle, ne renvoie peut-être en fin de compte qu'à la multiplicité, on va le voir. Mais je laisse tout de suite la parole à Vincent Leget pour nous exposer son interprétation de la pensée de Spinoza sur ces questions, en le remerciant une nouvelle fois pour sa participation au séminaire Le Pluralisme. Merci beaucoup Jim de m'avoir invité aujourd'hui. Alors je dois avouer que quand j'ai reçu l'invitation de Jim la première fois pour venir parler du pluralisme chez Spinoza, il n'y avait pas une réticence, mais il y avait quelque chose comme un doute sur la chose que j'aurais à dire aujourd'hui, puisque comme Jim l'a bien résumé, la première des idées qui nous vient en tête quand on parle de Spinoza, c'est que c'est d'abord quelqu'un qui est un moniste en termes ontologique, c'est-à-dire qui s'appuie sur une seule substance, Dieu ou la nature, et que cette substance, étant elle-même variée à l'infini selon ses modes, peut ensuite donner voix à un pluralisme. En fait, réticence au départ, surtout parce que je pense que Spinoza lui-même, et on va y revenir évidemment dans cette conférence, se débarrasserait de cette question, et on le voit parfois dans certaines lettres, avec beaucoup de dédain, et avec même parfois un peu de violence. Donc, ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, c'est de penser le pluralisme chez Spinoza de manière complètement inverse à ce qu'a tenté de faire Deleuze précisément chez Spinoza, puisque pour moi, je vais tenter d'essayer de penser un pluralisme dans le système de Spinoza tel que, au fond, Goodman ou Putnam auraient pu tenter de le trouver. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est pas du tout comme Louis la semaine dernière, tenter de brosser un portrait du système de Spinoza, mais prendre une série de contraintes de ce que serait un pluralisme chez Spinoza, et avec cette espèce de coin-là, ce biais-là, essayer de faire une diagonale dans le système lui-même, et de comprendre comment on pourrait en arriver à un pluralisme dans la constitution même de l'ontologie de Spinoza. Alors avant de commencer, je tiens à vous dire de ne pas hésiter à poser des questions, parce que je vais faire mon exposé d'un seul fil, et s'il y a des présupposés, parce que moi j'étudie beaucoup Spinoza que j'ai pas éclairé, n'hésitez pas à me le dire au milieu même de mon fil argumentatif et de m'interrompre. Et aussi, je dirais, je préfère dire à l'avance que je m'appuierai pas du tout sur justement une version deleuzienne, pour le dire mal, de Spinoza, mais plutôt sur des auteurs contemporains
pour pouvoir interpréter le pluralisme chez Spinoza. Je le préciserai à chaque fois, mais plutôt sur Atlan et Macheret, pour la partie classique, et aussi sur David Rabouin, je ne sais pas si vous le connaissez, ce qui est un auteur très contemporain sur Spinoza, et qui va me permettre de pouvoir penser, de pouvoir surtout faire ma deuxième partie, vous verrez. Je n'utilise pas aussi Deleuze parce que pour des raisons qui tiennent aussi, qui sont personnelles, c'est-à-dire que j'ai une connaissance trop superficielle de Deleuze et que ça correspond pas en fait vraiment à ma recherche actuelle. Et cependant, je voulais préciser que on va quand même pouvoir continuer certains des débats de la semaine dernière, par exemple autour de la proposition 16. On en avait commencé à en parler la semaine dernière et on va pouvoir peut-être éclairer des choses là-dessus. Enfin, je dis à l'avance que je présupposerais que vous pouvez au moins avoir une idée de ce que c'est qu'un pluralisme à la Goodman, encore une fois pour le dire mal, c'est-à-dire ce que c'est que des manières de faire des mondes. Je crois que Jim avait fait un cours là-dessus, ou on fera un de nouveau. Non, c'est fait à la séance 5. D'accord, très bien. Disponible en ligne. Et donc voilà, je considérerais que vous pouvez avoir au moins une idée. S'il y a besoin d'y revenir, je pense que ce sera plutôt dans les débats, parce que moi j'aurais pas le temps de le faire dans le cadre de mon intervention. Enfin, je voulais dire que du coup, évidemment, une partie en fait de mon problème sera précisément de voir comment chez Spinoza, non pas en tant que c'est un Spinoza deleuzien, mais en tant que c'est un Spinoza qui construit dans la première partie de l'éthique, on va pouvoir repérer un pluralisme chez lui. Et donc, en fait, une partie de ma problématique, je dois bien l'avouer, se construit contre le pluralisme de Deleuze. Alors, précisément, entrons dans le vif du sujet, il faut tout de suite indiquer en quelque sorte la tarte à la crème de la philosophie deleuzienne sur Spinoza, qui serait que pour penser un pluralisme chez Spinoza, il faudrait le penser selon la voie de l'expression, ou la voie de l'herméneutique. Au fond, à mon avis, cette voie-là, même si Deleuze le cache un peu, c'est s'appuyer sur un Spinoza postérieur à l'éthique pour pouvoir venir réinterpréter l'éthique, puisque précisément on va s'appuyer pour faire ça sur des ouvrages de l'herméneutique de Spinoza. On va jouer sur l'univocité de l'être et la plurivocité des attributs et surtout des modes avec Deleuze. Donc cette lecture a été faite, et même très bien faite encore une fois la semaine dernière. Pour moi, elle pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que en fait, ce pluralisme-là, le pluralisme deleuzien, est adossé à un monisme. Précisément, ce qu'on a vu la semaine dernière. Monisme égale pluralisme chez Deleuze. Et donc chez Spinoza, puisqu'il ne se cache pas lui-même d'avoir un peu déformé Spinoza. Au fond, le problème, c'est que la diversification, la multiplicité dans la substance qu'est la nature ou Dieu, pour le moment c'est égal, revient à dire qu'il y a une infinité de modes et une infinité de manières pour les modes d'exprimer et de varier cette substance. En fait, cette lecture est d'une certaine manière un peu superficielle, puisqu'elle ne permet pas de faire deux choses. La première, c'est de comprendre comment, en fait, le pluralisme spinoziste peut être pensé comme une constitution de l'ontologie et non pas une réaction face à une autre ontologie, c'est-à-dire l'ontologie dualiste, comme l'a dit Louis la semaine dernière. C'est-à-dire que Spinoza, on peut penser un pluralisme chez Spinoza dès la constitution de l'ontologie et non pas comme une pure réaction face à d'autres systèmes, par exemple le système cartésien. Et surtout, le pluralisme tel que Deleuze l'a mis en avant chez Spinoza empêche de comprendre qu'on n'a pas affaire dans l'ontologie de Spinoza à une dyade, c'est-à-dire une substance unique avec des modes à l'infini qui la varient, mais qu'on a bien une triade de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on a une substance, des attributs et des modes. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de voir si c'est pas déjà au niveau des modes et des attributs qu'on a un pluralisme de la substance. En tout cas, essayer ce qui fait qu'on va pas pouvoir faire l'économie en fait de relire le tout début de l'éthique pour voir déjà comment, à ce niveau-là, dans la définition des modes et des attributs, il y a quelque chose comme un pluralisme en acte. Au fond, le problème avec une lecture deleuzienne de Spinoza aurait été que l'ensemble des modes finis qui viennent peupler la substance et qui sont donc en variété infinie, peuplent un seul et même univers. Et là, je me dirige directement vers un pluralisme à la Goodman. Au fond, Goodman aurait dit qu'on a une infinité de manières de faire varier un monde, et non pas une infinité de manières de constituer des mondes.
Et disons-le d'emblée, si nous partons vers une enquête au sens fort du terme de pluralisme concernant une possibilité que ce pluralisme existe chez Spinoza, on ne pourra pas se contenter d'un pluralisme de la simple expression, de la simple variété des modes. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, donc, c'est une lecture de Spinoza qui pourrait être internaliste concernant l'éthique et qui pourtant pourrait cadrer avec un pluralisme proche de ces philosophies analytiques que sont celles de Putnam et de Goodman. Or, déjà, le dire de cette manière, pour faire court, pour le dire de manière courte, c'est déjà dire qu'il y a des pluralismes de constitution, dans lesquels on va ranger ceux de Putnam et de Goodman, de constitution, de bâtissage d'un système, et des pluralismes de réaction, qui sont les pluralismes d'expression tels que Deleuze les a mis en avant. Au fond, on a un pluralisme de la remise en ordre ou de la mise en ordre des mondes, et pas du tout d'une mise en pli d'un monde donné. En fait, au fond, on pourrait même caricaturalement dire que la version deleuzienne de Spinoza, c'est une mise en pli, en différents plis, d'un monde donné. Notre objectif, en toute rigueur, c'est de trouver chez Spinoza quelque chose comme la première phrase, donc la phrase du chapitre que je vous ai mis dans les feuilles d'accompagnement, qui ouvre les manières de faire des mondes de Goodman. We are confined to ways of describing whatever is described. Our universe consists of these ways rather than of a word of words. Ce qu'on va essayer de retrouver chez Spinoza dans la constitution de son ontologie, c'est de voir comment on ne peut en rester qu'à des manières de décrire ce qui est décrit, et qu'on ne peut pas trouver un monde qui chapeauterait l'ensemble des autres mondes. À cet objectif-là, j'associe trois contraintes, qui sont en fait les contraintes que donne Goodman lui-même au début de Manière de faire des mondes. La première, a statement is always made from a frame of reference. Donc là, on a cette idée que même chez Spinoza, on pourrait trouver un pluralisme qui marche par cadre référentiel. Ça, on va voir comment ça peut fonctionner. The words are dependent on words. On va essayer de voir comment chez Spinoza, on a peut-être des mondes ou des univers, puisque je vais les appeler comme ça, qui sont dépendants des mots. Et donc là, une théorie peut-être linguistique de ce qu'est le pluralisme. Enfin, there are multiple versions of the word depicted by various sciences. Not all versions can be reduced to fundamental physics. Cette assertion-là posant le plus gros problème probablement, puisque ce qu'on a toujours l'impression qu'on peut faire chez Spinoza, c'est bien le réduire à une physicalité, à un matérialisme moniste. Et en quelque sorte, ces contraintes-là, on va essayer de les avoir en tête pendant l'ensemble de l'exposé, pour voir si on peut en rester aux versions et tenter de voir si, au fond, Spinoza ne permet pas de penser quelque chose comme ça dans son ontologie. Alors, est-ce même possible, en fait, de poser ce pari-là ? A priori, par exemple, les deux dernières contraintes ont l'air de mal cadrer avec le système de Spinoza. Alors, je dirais que c'est pas seulement possible, mais que ça a déjà... on a déjà commencé à le faire d'une certaine manière. Et là, pour le coup, je voudrais citer les travaux d'Atlan, Henri Atlan, qui dans Les étincelles du hasard, le tome 2, Athéisme de l'écriture, s'appuie sur la notion, précisément la notion technique de Putnam. Alors là, vous m'arrêtez si je vais trop vite parce que c'est une notion technique, mais peut-être que vous l'avez déjà vu, qui est l'identité synthétique des propriétés. Non, on va faire ça sans doute en janvier. Fort bien. Mais vas-y. Très bien. Alors, l'identité synthétique des propriétés, c'est dire au fond qu'une même propriété, en l'occurrence, on va pouvoir parler peut-être chez Spinoza en termes d'attributs, peuvent être ou concerner une chose exactement identique, et pourtant définie ou prédiquée dans des termes qui fait qu'on ne peut pas les ramener à des expressions synonymes. Je crois que l'exemple de Putnam, c'est chaleur versus énergie cinétique moléculaire. Au fond, on peut très bien comprendre ce que veut dire le mot chaleur sans comprendre rien du tout à ce que veut dire énergie cinétique moléculaire, et vice-versa. Et le fait qu'elles peuvent être des propriétés d'une seule et même chose ne veut pas dire qu'on va pouvoir les prédiquer, ou en tout cas donner des prédicats qui vont finir par être synonymes et se recouvrir l'un l'autre. Et Atlan se sert de ce concept technique de Putnam pour dire que même si elles ont et concernent une identité naturelle, ou concernent quelque chose qui est identique, il va falloir le constater a posteriori, et entre ces termes, il n'y a pas d'identité conceptuelle, en ce sens au moins qu'il est possible de savoir
ce que signifie température et de ne pas savoir ce que signifie l'autre. Et là, on commence déjà à voir, au fond, comment on peut avoir deux cadres de référence dans les attributs, entre attributs, pour le moment. On va voir si on ne peut pas le faire dans un seul et même attribut, chez Spinoza. Et cette absence d'identité conceptuelle n'exclut pas la possibilité que ces deux termes désignent la même chose, une seule et même substance, chez Spinoza, la nature. C'est-à-dire qu'il existe, en ce qui désigne ces termes, une seule chose qu'on découvre empiriquement. Cela dit, il faut le constater de manière empirique. Et de ce point de vue-là, ce concept technique avait été repris par Damasio aussi, je ne sais pas si vous en parlerez, probablement pas, pour expliquer précisément la distinction entre attributs et le fait que les attributs, donc l'attribut de l'esprit et l'attribut du corps, ne communiquent pas l'un avec l'autre. Peu importe au fond la notion technique, ce qui est intéressant ici, c'est bien que dans l'un et l'autre de ces attributs, le fait qu'une seule et même chose soit exprimée de deux façons ne permet pas de dire que c'est une seule et même chose exprimée de deux points de vue différents, mais bien prédiquée dans des systèmes de signification qui sont différents et qui ne communiquent pas, en tout cas pas nécessairement, l'un avec l'autre. Ce sont des significations disjonctives d'une certaine manière. Alors, cette piste, elle est explorée par Atlan. Nous, on va essayer un petit peu de la prendre et de la radicaliser. Parce que Atlan, en fait, continue à l'adosser à une substance unique. C'est-à-dire que pour lui, il est bien postulé d'emblée que pour Spinoza, pensée et corps sont bien les deux attributs d'une seule et même chose. On va voir si on ne peut pas, chez Spinoza, déjà repérer quelque chose comme, en fait, cette identité synthétique des propriétés, sans qu'on puisse avoir une substance unique posée en dessous. En tout cas, on peut déjà prendre en compte qu'exprimer de deux façons différentes ce qui semble une seule et même chose, ce n'est pas dire deux fois la même chose. Et au fond, on voit déjà comment on va pouvoir, d'une certaine manière, enfoncer un coin dans la lecture deleuzienne de Spinoza, puisque le pluralisme ne va pas venir, de ce point de vue-là, de la confrontation de l'ensemble des modes finis en version infinie dans la substance, mais au niveau des attributs qui, eux, sont des sortes de plans, de plans verticaux dans la substance sur lesquels on va pouvoir, au fond, fonctionner en termes significatifs différents. Je vais y revenir tout à l'heure, même si peut-être ça a l'air compliqué pour le moment. Il nous faut, d'une certaine manière, une médiation des attributs, la pensée, les corps, ou une sorte de systématicité à l'intérieur des attributs pour pouvoir faire le pont entre les modes et la substance. Et bizarrement, ou plutôt évidemment, Deleuze n'insiste pas du tout sur le pluralisme des attributs. Il insiste beaucoup sur le pluralisme des plis, des niches, qui sont des pluralismes de modes, en fait, chez Spinoza. Alors, ici, je fais un point récapitulatif, puisque je conçois que ça peut déjà être un peu complexe. Alors, notre problème, si je dois poser le problème dans des termes plus clairs, c'est, peut-on en rigueur penser un pluralisme non seulement des versions, mais aussi des univers, ou des mondes, chez Spinoza, de la constitution des mondes, et y a-t-il possibilité d'en appeler à des espaces de signification qui, certes, seraient visés d'un attribut à l'autre, de l'attribut de la pensée à l'attribut de l'étendue et inversement, mais sans qu'on puisse les réduire à un substrat physicaliste, puisque je crois que Goodman lui-même, en fait, s'en prend à Spinoza... je crois, il le dit lui-même, en fait. Matérialiste. Voilà, qu'il y a une base réductible chez Spinoza dans les manières de faire des mondes. Alors, la série de contraintes, on l'a énoncé, et au fond, notre enjeu est double dans ce que nous allons essayer de démontrer. L'enjeu, c'est de dire contre Deleuze qu'on peut avoir un pluralisme spinozien non réactif, mais constitutionnel, c'est-à-dire sur le plan de la constitution de l'ontologie. Et un enjeu opératoire, d'une certaine manière, qui est de dire qu'on va tenter de comprendre comment la démarche de Spinoza est une logique de constitution des essences, et qui n'est pas une logique des expressions d'une essence déjà posée. Je ne sais pas si c'est clair. En quelque sorte, au fond, on va s'y prendre de manière presque inverse à Deleuze. Disons-le d'emblée, au fond, notre objectif aussi, enfin l'un des enjeux aussi, est de se débarrasser d'une hypothèse qui est due à la déformation deleuzienne de Spinoza. La pluralité, c'est la différenciation, la différence qui se crée
au niveau des modes dans la substance. Ce qu'on va essayer de montrer précisément par la proposition 16, c'est de montrer que c'est pas par la différence que se crée le pluralisme chez Spinoza, mais par des infinis ou des types d'infinis, même si Deleuze avait pointé ça. Alors notre hypothèse, c'est que la pluralité chez Spinoza est arrivée donc à la constitution d'un monde, enfin de mondes au pluriel, et que même si ces mondes sont visés par des modes, puisqu'ils sont visés toujours à travers nous, en tant que nous sommes des esprits finis, même s'ils sont visés que par des modes, ces mondes s'expriment dans une sorte de verticalité de champs, et ces champs étant les attributs. Alors maintenant, pour le déroulement en 3 temps, parce que je vais respecter un peu les règles de la dissertation classique, pour montrer tout ça. D'abord, dans un premier temps, je vais tenter de dégager comment le pluralisme ou le pluriel, disons la pluralité, au sein du système de Spinoza se constitue dès le début de l'éthique. Ça, ce sera mon premier temps, c'est vraiment essayer de voir comment, au sein même du système, on peut trouver un pluralisme. Ensuite, en fonction du temps que j'ai réussi à écouler ou non écouler par rapport à ça, je vais tenter, dans une deuxième partie, de montrer en fait que la notion de surface, et non pas de plan d'immanence, encore une fois, pour débouter Deleuze, permet de comprendre la logique de constitution de plusieurs univers par les attributs chez Spinoza. Et là, on va céder justement des travaux de David Rabouin sur Riemann et la topologie chez Spinoza. Enfin, dans une troisième partie, qui sera la partie, disons, critique et non plus thétique, on va tenter de montrer que la question du pluriel est mal posée. J'ai intitulé cette partie-là « un pluralisme essentiel égale absence de pluriel », pour faire pièce précisément au égal de Louis de la semaine dernière, même s'il n'aura pas l'occasion de pouvoir y répondre. Donc là, je vais attaquer la première partie. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là, ou si je continue. Je file. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'était de lire en fait le tout début de l'éthique avec vous. Je vais en sortir un certain nombre de commentaires qui concernent précisément les attributs et les modes. Alors, éthique, première partie, de Dieu, définition. J'entends par cause de soi ce dont l'essence enveloppe l'existence ou ce dont la nature ne peut être conçue que comme existante. Deuxième définition, une chose est dite finie en son genre quand elle peut être bornée par une autre chose de même nature. Par exemple, un corps est dit chose finie parce que nous concevons toujours un corps plus grand. De même, une pensée est bornée par une autre pensée, mais le corps n'est pas borné par la pensée, ni la pensée par le corps. Troisième définition, j'entends par substance ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept peut être formé sans avoir besoin du concept d'une autre chose. Quatrième définition, j'entends par attribut ce que la raison conçoit dans la substance comme constituant son essence. 5. J'entends par mode les affections de la substance ou ce qui est dans autre chose et est conçu par cette même chose. 6. J'entends par Dieu un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Alors, on voit d'emblée, dans cette page, que si on se contentait de cette page de Spinoza, et qu'on devait parler d'un pluralisme chez lui, si on devait constituer un pluralisme, en tout cas, si je devais constituer un pluralisme, je me servirais précisément dans le décrochage vers la façon dont on peut constituer une essence. Dans le texte latin, vous ne l'avez pas en regard, mais je l'ai pris pour moi, le constituer est traduit par constituens lui-même, en fait, un participe présent qui est de fait dans le texte latin lui-même. À ce niveau, Spinoza, et ça va arriver très tard dans la première partie de l'éthique, Spinoza n'a absolument pas prouvé qu'il y avait une substance unique, enfin ce qu'il appellera l'unicité. C'est pas du tout son objet, ça va venir que très tard dans la première partie. Donc pour le moment, si on prend la définition 4 et la définition 5, ce qui l'intéresse, c'est de constituer une essence, c'est-à-dire de constituer une substance, par des attributs, et ces attributs-là sont en Dieu, cette fois, donc dans la définition 6, présents d'une infinité de manières. Tout ce qu'on sait, c'est que pour le moment, on a un décrochage vers une substance d'une infinité de manières de la constituer. Et dans ces champs qui vont constituer l'essence ou les essences de la substance, on a
des affections et des choses qui viennent faire varier cette substance et ces champs. Au fond, il ne s'agit pas de dire que le même monde est exprimé, il n'y a pas du tout le terme d'expression ici, de façon différente dans la sphère de la pensée et dans la sphère de l'étendue, par exemple, donc disons dans l'attribut de la pensée et dans l'attribut de l'étendue, ce qui, à la lettre, est une expression que Spinoza pourrait utiliser, c'est-à-dire il pourrait utiliser, qui exprime d'une infinité de manières. Il s'agit ici de dire qu'il y a plusieurs manières de constituer l'essence d'un monde, de le faire exister comme unifié et cohérent. Et on va revenir, c'est très important. Alors, ici, la manière dont Spinoza peut proposer un pluralisme, c'est bien dans quelque chose comme une constitution, non pas dans une expression. Mais comment peut-il, de ce point de vue-là, y avoir plusieurs mondes ou plusieurs univers par les attributs? Puisqu'on a l'impression que, en fait, à la définition 6, il le pose simplement, c'est-à-dire j'entends par Dieu, ou je pose par Dieu, un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. On a l'impression que c'est à ce moment-là que s'opère le pluralisme chez Spinoza. En fait, ce qui va nous intéresser, ce qui va devenir intéressant, c'est quand on recombine l'ensemble des affections de la substance dans un ensemble d'attributs pensés comme champs, qui sont des champs constitutifs de on ne sait pas encore quoi, puisque ça n'a pas été posé comme chose unique. Il entend seulement par cause de soi, et une chose est dite. Il n'a rien posé avant les définitions 3, 4 et 5. Le problème, en fait, c'est que pour le moment, nous n'avons de différence entre les attributs. Enfin, nous n'avons pas de différence entre les attributs. Nous savons simplement qu'il en existe une infinité en Dieu, et que, en toute rigueur, s'il doit exister plusieurs façons de constituer des essences, ces essences-là se font dans ces choses qu'on appelle attributs. On ne sait pas encore lesquelles. Ce qu'il va falloir pour qu'on puisse à la lettre dire qu'il y a plusieurs univers en Dieu, c'est-à-dire plusieurs attributs avec des systèmes de signification qui ne sont pas exactement synonymes les uns par rapport aux autres, il va falloir qu'il y ait une différence entre eux, qu'on puisse faire une différence de constitution. Ça reste peut-être encore abstrait pour le moment, mais je vais tenter de le faire, enfin de le bâtir petit à petit avec Spinoza. La constitution ne pourra se faire que si les attributs, ne sont eux-mêmes que infinis dans leur genre et constituent un système clos, cohérent et qui, au fond, aurait presque le même statut que la cause de soi, c'est-à-dire qu'elle peut exister sans l'aide des autres attributs. Ce serait plusieurs constitutions d'essence. Oui, dira-t-on, mais alors que fait-on de la définition 6 ? Puisque, précisément, elle semble totaliser l'ensemble des infinis. Elle semble moniser, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais uniciser l'ensemble des infinis que sont les attributs. Alors, ce qu'on va essayer de faire, et là je vous demande juste en fait un peu de crédit, ce qu'on va tenter de faire, c'est de distinguer ici une totalisation d'une sorte de postulat de la part de Spinoza, de dire qu'en fait, cette définition 6, j'entends par Dieu un être absolument infini, c'est quelque chose comme un principe de plénitude de la part de Spinoza. C'est-à-dire, au fond, on va se donner quelque chose comme non seulement des modes, non seulement des attributs, mais en plus on va se donner une infinité d'attributs. Disons qu'on a une infinité d'attributs, et que cet ensemble infini d'ensemble infini, ça ressemble à quelque chose comme ce que Cantor a fait, c'est-à-dire démontrer qu'il y a en acte un ensemble infini d'ensemble infini. Quelque chose comme une pure présupposition mathématique. Si vous me le laissez admettre pour le moment, j'essaierai ensuite de vous montrer comment ça peut fonctionner chez Spinoza. En fait, il faut le dire, notre exposé va tenter de travailler cette hypothèse, ce qu'on appelle le monisme de Spinoza, sa postulation d'une substance unique infinie en termes d'attributs et en termes de mode, c'est une sorte d'assiette théorique. Une manière de dire qu'on va a priori se donner carte blanche pour une infinité de constitutions possibles. On accepte tout. On accepte autant d'attributs qu'il peut y en avoir, et chaque attribut est infinitisé lui-même par beaucoup de modes, beaucoup de variétés. Si
je peux me permettre, bien sûr. J'imagine que tu vas peut-être en parler, mais c'est la question classique de Cantor. Est-ce que cet ensemble infini d'ensemble infini, en fait, est contenu dans un premier ensemble chez Spinoza, dans l'idée que l'ensemble de cette infinité d'attributs... est-ce qu'il y a un ensemble premier, je veux dire ? Voilà, est-ce qu'il y a un ensemble premier ? Est-ce qu'il y a une antériorité, un ensemble qui serait antérieur à l'ensemble de ces ensembles, dans lequel ils pourraient tous s'inscrire d'une Parce qu'on a l'impression que c'est un peu le cercle oui. le vicieux. Alors, précisément, ce que je vais tenter de montrer, je pense que c'est la difficulté majeure, c'est de savoir si, au fond, on ne peut pas englober tout ça, finir par le totaliser dans un ensemble plus grand ou antérieur. L'idée de totalisation que tu suggères. L'idée de totalisation. En fait, je pense que, précisément, ce qu'on va essayer de faire avec Riemann ne permet absolument plus de totaliser a priori ces ensembles infinis d'ensembles infinis. C'est-à-dire que tout ce qu'on va se donner, c'est l'intuition d'un point à l'infini vers lesquels vont converger. En fait, c'est une notion de convergence, mais il n'y a plus d'ensemble qui le totaliserait. Et c'est bien, en fait, la contrainte qu'on s'est donnée avec Goodman. C'est-à-dire que Goodman dit « We don't want », je ne sais plus ce qu'il dit exactement, « Our universe consists of these ways rather than of a word of words », qui serait en fait ton idée, en fait, c'est-à-dire un ensemble qui, lui, totaliserait l'ensemble des ensembles. Alors, je pense que j'y répondrai dans la deuxième partie. Oui. Très bien. Donc, nous voudrions en fait montrer qu'il existe un pluralisme autre qu'une seule combinatoire des modes dans la substance. Un pluralisme des manières de construire, des manières d'attribuer, au sens où il y a des systèmes attributifs. Or, bien sûr, là, au fond, ce serait une objection deleuzienne, on ne peut pas le faire autrement que du point de vue du mode, puisque nous sommes nous-mêmes des modes. Il faut nécessairement constituer le monde du point de vue du mode. Et si on prend cette objection au sérieux, il va falloir passer cette fois à la proposition 16, donc c'est le texte d'après que je vous ai donné, et comprendre comment, en fait, cette proposition 16... que Deleuze a tellement aimé réaffirmer en faisant quelque chose comme le principe de la différenciation de la substance par ses modes, chez Spinoza, et en fait quelque chose comme précisément une sorte de déclaration de guerre à toute limitation a priori. C'est-à-dire qu'il y a dans cette proposition de 16 quelque chose comme on va se donner ce que j'appelais une carte blanche pour une infinité d'attributs. Et cette carte blanche, c'est un principe de plénitude. Dire qu'il y a quelque chose avant ça, comme une nature antérieure, ou une totalité antérieure dont découle ce genre de choses, en fait, précisément, c'est peut-être pas ce que Spinoza est en train de faire là. Alors je vous propose de la lire, et je vais vous en donner ensuite mon interprétation. Donc, Éthique, livre 1, proposition 16. De la nécessité de la nature divine doivent découler une infinité de choses infiniment modifiées, c'est-à-dire tout ce qui peut tomber sous une intelligence infinie. Cette proposition doit être évidente pour quiconque voudra seulement remarquer que la définition d'une chose quelconque, l'entendement conclut de la définition d'une chose quelconque, l'entendement conclut un certain nombre de propriétés qui en découlent nécessairement, c'est-à-dire qui résultent de l'essence même de la chose. Et ces propriétés sont d'autant plus nombreuses qu'une réalité plus grande est exprimée par la définition, ou ce qui revient au même est contenu dans l'essence de la chose définie. Or, comme la nature divine comprend une infinité absolue d'attributs, dont chacun exprime en son genre une essence infinie, il faut bien que de la nécessité de cette nature, il découle une infinité de choses infiniment modifiées, c'est-à-dire tout ce qui peut tomber sous une intelligence infinie, c'est QFD. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que fait Spinoza ? Dans cette proposition, on a précisément l'impression qu'il adosse l'infinité des attributs et des modes à une nature, il le dit lui-même, de la nature divine. Dans le latin, c'est un génitif singulier. Oui, mais encore une fois, si on prend ce génitif singulier en disant qu'il peut faire référence plus au divin qu'à la nature divine, en fait, ce que tente de faire Spinoza ici, c'est diviniser, universaliser quelque chose comme un point posé à l'infini. En tout cas, la présupposition de la plénitude elle-même. Pour qu'on puisse repérer une infinité de modes de constitution, il faut qu'on soit dans l'ordre de quelque chose comme une nature, certes, mais cette nature, on va l'appeler divine parce qu'elle semble, au fond, être quelque chose comme la plénitude la plénitude des choses. Appelons-la comme ça pour
pour le moment. Et en fait, ici, la nature divine, c'est précisément pour rappeler la définition 2 de l'éthique, c'est ce qui n'est pas fini en son genre, ni infini en son genre, mais infini absolument. C'est-à-dire que la variation de la première définition, de la deuxième définition à la définition 6 dans la première partie de l'éthique, c'est de dire on passe d'un infini en son genre, ça c'est un infini attributif, c'est l'infini d'un attribut, c'est-à-dire dans le même genre, dans ce genre-là, les choses peuvent se bousculer les unes les autres, mais quelque chose qui est absolument infini, infinitise ou absolutise beaucoup de choses qui elles-mêmes ne communiquent pas les unes avec les autres. Quel genre de pas est-on en train d'accomplir là ? Au fond, ce ne sont pas seulement des infinis qui se recouvrent, mais des mondes qui se superposent de telle sorte qu'ils cadrent tous avec le même 1, puisque précisément on a bien un génitif singulier. On a toujours cette unicité. Ce sont des infinis horizontaux emboîtés dans des sortes d'infinis verticaux. Les infinis horizontaux, on va pouvoir le reprendre tout à l'heure avec Riemann. Au fond, moi je me représente, si vous voulez, par rapport au schéma qu'on a, l'infini horizontal avec les petits carrés qui sont des modes. Vous avez les petits carrés qui sont des modes. Et vous avez un ensemble de plans comme ça qui sont des attributs. D'accord ? Et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment ces attributs, ces plans-là, se referment dans des surfaces quand ils sont projetés vers un point à l'infini, ce qu'est la topologie riemannienne en fait. En fait, ce que Spinoza accomplit ici, nous pensons que c'est pas une description de ce que serait une substance unique qui régit l'ensemble de ces déterminations, c'est surtout une façon d'expliquer comment fonctionnent des univers en tant qu'ils sont tendus vers une absolutisation ou vers une infinité, une plénitude d'univers. Et là, j'ai remercié Jim tout à l'heure, je remercie encore Jim pour m'avoir invité à cette intervention, parce que ça m'a permis en fait de mettre au clair quelque chose que j'avais pas réussi à moi-même m'expliquer, qui est que en fait, chez Spinoza, je pense qu'il y a des schèmes de composition, ce que je vais appeler des schèmes de composition et des schèmes de constitution. Un schème de composition, c'est tout à la fois ce qui exprime un monde, et le fait de faire varier un monde. C'était ça, au fond, ce qu'on appelait la tarte à la crème de Deleuzienne tout à l'heure. C'est ce qui peuple un univers. Un schème de constitution, inversement, c'est la façon dont ces variations ne sont plus conçues comme des modifications, mais au sens où ces variations constituent, comme par le dessous, une nouvelle entité, un nouvel univers. Et un schème de constitution, de cette façon-là, ne parvient à constituer monde que s'il s'absolutise et s'il devient ce que Spinoza, alors là il faudrait refaire une autre intervention pour comprendre ce que c'est que de ce point de vue là une éternité, mais au sens où si ce système peut s'éterniser, s'il peut éternellement faire monde, devenir univers. En termes clairs, il s'agit de prendre un système au moment de son unification. Au fond, ce serait peut-être ça, la substance spinoziste, ou la nature spinoziste, c'est le moment où des attributs se mondifient, où ils s'unifient comme des univers. Alors, le problème, c'est que résiste en fait l'objection que tout à l'heure tu posais, Jim, qui est que on a bien pourtant une antériorité, où il semble y avoir toujours, résistant à ça, une antériorité en nature. C'est-à-dire qu'on a une nature qui préexiste à l'ensemble de ces choses-là. Et ici, pour faire la transition vers ma deuxième partie, on aurait deux objections, qui sont de dire qu'il y a d'abord une antériorité de la substance. Ça nous colle à la peau chez Spinoza, c'est-à-dire que la substance, non pas Dieu, mais la substance, donc la définition 1 et 2 et non pas la définition 6, la substance est toujours antérieure à l'ensemble des autres choses qu'on se pose. Et l'autre objection, c'est qu'il y a toujours une sorte de corrélationnisme modal, je sais pas si j'ai le droit de dire ça comme ça, mais c'est qu'en plus, ces univers-là sont toujours visés à travers des modes. Ils sont toujours visés d'un certain point de vue. Les attributs, au mieux, de ce point de vue-là, ils ont l'air d'avoir un rôle médian. C'est-à-dire, ne constituent qu'un monde qui est existant avant eux. À propos juste de cette visée, du coup, comment on a un accès au monde des attributs si on part des modes ?
Alors, précisément, à mon avis, la notion chez Spinoza enfin, là pour le coup, la notion de point à l'infini chez Riemann permet de faire comprendre comment un mode, donc qui est une variation finie dans un ensemble fini qu'est un attribut, peut viser antérieurement à la substance des systèmes de constitution de cette substance. Et ça, c'est en fait la notion de surface chez Riemann qui nous permet de l'avoir. C'est une notion de surface qui aussi est héritée, enfin dans ma tête en tout cas, de la surface chez Negri. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette notion de surface chez Negri. C'est la même chose que le plan d'immanence déleucien, mais au fond, chez Negri, il ne peut pas y avoir une nature qui régit antérieurement cette immanence ou cette surface. C'est-à-dire qu'elle n'est régie par rien. Les lois sont toujours constatées a posteriori. Il n'y a pas de loi antérieure ou a priori. Et ce sont les modes, par les modes, qu'on les constitue. Donc il reste bien quelque chose comme un noyau corrélationniste, au sens où c'est toujours du point de vue d'un mode qu'on va pouvoir constituer une substance. Ça, je pense qu'au fond, on peut le conserver chez Spinoza, et Spinoza peut répondre à ce genre d'objection. Donc je pense que je vais continuer à y répondre. Et vous avez d'autres questions avant que je passe à la deuxième partie ? Ok, alors Moi j'ai une autre question. Oui. En fait, pourquoi tu utilises le terme univers et puis parfois monde et tu as dit au début je vais les appeler univers. Enfin, tu fais quelle différence sachant que le terme univers rappelle quand même l'unité nécessairement par rapport à ce que James appelait des plurivers et enfin, je veux dire, c'est un terme que tu emploies à dessein parce qu'il est chez Spinoza. En fait, c'est simplement qu'à mon avis, la notion de monde me paraît connotée de manière très 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 proximale la notion de substance ou de nature chez Spinoza, et que précisément si ça ce serait le monde chez Spinoza, en tout cas en tant qu'on est encore dans une pensée du monisme, au fond il y a une pluralité d'univers pour constituer ce monde. Même si en fait je pense qu'intuitivement l'univers nous paraît quelque chose de renfermant plusieurs mondes. En fait c'est des univers au sens où en fait un univers ne peut se constituer chez Spinoza que par les attributs, enfin je pense, et les attributs sont des universaux, ce sont des types d'infini en fait, et en tant que ce sont des types d'infini, ça correspond bien à une unilatéralité systématique, mais qui est diversifiée par beaucoup de modes. Alors qu'un monde, ça semble, au fond, la notion de monde semble beaucoup plus proche de la nature, enfin de quelque chose qui serait antérieur et antécédent. Bon. Mais c'est des termes qui sont mal fixés chez moi, c'était vraiment pour pouvoir m'exprimer, enfin faire varier ce genre de... Alors, si maintenant on tente donc de manière plus poussée de comprendre comment, de poser donc les questions de l'antériorité, donc y a-t-il une nature antérieure aux attributs et aux modes chez Spinoza, de la visée modale, c'est-à-dire qu'on doit bien rester à un point de vue modal, et des attributs perçus comme univers, c'est-à-dire comme universaux. Au fond, ce sont un peu les mêmes contraintes qu'on s'était posées au début. Et ici, on voudrait proposer un exemple précis de constitution par cette combinatoire des modes et des attributs pour former des univers, et c'est la topologie. Alors ici, donc, il faut que je rappelle que je m'appuie fortement sur le livre de David Rabouin qui s'appelle Vivre ici, Spinoza, éthique locale. En fait, dans ce livre, David Rabouin a essayé de montrer qu'il était faux de dire que Spinoza ne fonctionnait que dans un cadre de géométrie euclidienne classique, et que chez Spinoza, on peut penser les constitutions attributives, enfin les attributs, comme en fait des systématisations d'ensemble, sans qu'on ait a priori une substance dont ces attributs découlent. Ces systèmes d'organisation de type d'infini, ce sont au fond quelque chose comme des plans, et Rabouin essaye de montrer qu'il n'y a pas de loi qui les régit, qui serait en régie a priori de ces types d'infini-là. Alors précisément, ce qu'on va essayer de penser ici, c'est de penser les attributs comme des plans.
ou comme des... Au fond, ça reviendra à peu près au même, comme des champs. C'est-à-dire une constitution verticale de l'être. En tant que mode, donc là, si vous avez le schéma sous les yeux, vous êtes situé sur l'ensemble de ces plans, mais vous n'êtes pas contenu de la même façon selon ces plans. À l'intérieur de ces plans, il y a une infinité de modes, et on va postuler qu'il y a une infinité de champs, sachant qu'on ne sait pas comment l'infinité de ces champs s'organise. Quel rôle joue la substance là-dedans, si on reprend là le schéma riemanien? Au fond, alors ça c'est pas dans le texte de Rabouin, mais c'est mon postulat ici, et au fond il s'agit aussi d'avoir une sorte de challenge pour la pensée, à le penser comme ça. Peut-être que l'analogie, si c'est une pensée analogique, ne tient pas jusqu'au bout, et je serais très heureux d'ailleurs de le voir se détruire dans vos objections ensuite, mais à mon avis c'est intéressant de le penser comme ça. Si le plan, on se donne le plan comme un attribut, et l'ensemble des carreaux qui sont sur ce plan comme des modes, est-ce qu'on peut penser la substance comme le point à l'infini, c'est-à-dire le P avec l'infini entre parenthèses, qui va permettre, dans les termes de la topologie, de compactifier un attribut dans une surface? En fait, c'est ça le rôle, et c'est ça le rôle d'une intuition, troisième genre de connaissance chez Spinoza, pour un mode. Au fond, ce qu'on essaye de penser ici, c'est que le mode, petit espace contenu sur ce plan, peut viser un point à l'infini qui lui permet de rendre cohérent, de rendre unifié et compactifié. La compactification, c'est un terme technique en topologie. Qui, en fait, quand Riemann fait ça, Riemann le fait avec l'ensemble des complexes, des réels complexes. Il prend l'ensemble des réels complexes, qui est un ensemble infini de nombres, et en le projetant sur un espace à l'infini, les compactifie. Ça c'est un terme, les compactifie dans la surface qui en fait se trouve être la sphère des réels complexes. C'est ça qu'on appelle une surface chez Riemann. Et au fond, cette manière de tendre un attribut vers quelque chose qu'on intuitionne simplement, dont on ne fait même pas l'hypothèse, au fond, simplement qu'on projette, au fond, donnerait littéralement quelque chose comme un univers, et la substance étant l'ensemble de cet espace projectif des champs vers un point à l'infini. De ce point de vue-là, on a bien l'impression que la substance obéit bien à ce que on aura du mal à appeler chez Spinoza d'un autre nom que l'intuition. Même si cette substance n'a pas de statut précis, en tout cas, elle n'a certainement pas le statut d'une substance antécédente en termes de nature à ce point à l'infini. Et c'est bien ce sur quoi insiste précisément David Rabouin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace préexistant, de logique de totalisation préexistante. C'est ça qui nous intéresse ici. Si la substance est pensée comme ce point à l'infini, elle ne peut pas être pensée sur le modèle du cercle ou d'une sphère qui engloberait l'ensemble de ces attributs-là. Absolument pas. Elle ne peut être pensée que cet espace projectif, que comme un espace projectif, une sorte d'horizon. Quelque chose comme ça. Et au fond, ça c'est quelque chose que vous connaissez peut-être mieux. Dans le traité de la réforme de l'entendement, Spinoza avait proposé ce genre de définition pour le cercle lui-même. C'est-à-dire qu'il avait proposé de définir le cercle non pas comme l'ensemble des points équidistants à un point, mais comme un segment dont un des bouts serait mobile et l'autre bout serait immobile. Et en fait, d'avoir une définition génétique du cercle. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'essence a priori du cercle, on peut constituer le cercle comme cercle. Mais ici, je pense qu'il faut aller juste un degré plus loin, et on peut penser la substance comme constituée par de multiples surfaces, qui sont des champs, qui, tendus vers elle, se compactifient. Je ne sais pas si c'est clair, mais au fond, on aurait une logique des surfaces, qui est une logique de système s'auto-organisant,
les uns par rapport aux autres, en tant qu'ils sont tendus vers un point à l'infini. Et à mon avis, l'effet bénéfique de ça, c'est que on peut bien viser un attribut vers un autre. On peut toujours, après la géométrie riemannienne, viser, comprendre la géométrie euclidienne et vice-versa. Et on peut très bien, à partir de la surface qu'est l'attribut pensé, viser la surface qu'est l'attribut étendu, et vice-versa. En tout cas, je pense que l'acquis de ce point de vue-là, c'est que c'est intotalisable, ce n'est pas totalisable, à cause précisément de l'infinité des ensembles qui trouvent leur compactification dans un point, certes unique, posé à l'infini. Il n'y a pas d'acte de foi, d'acte de crédit donné à une nature antérieure, à quelque chose qui préexisterait antérieurement à cette constitution. Pas d'effet de globalisation antérieure. Donc c'est totalement conciliable, à mon avis, avec les leçons kantiennes du corrélationnisme et de tout ce qui s'ensuit. Et l'autre effet bénéfique, c'est aussi que ça donne un effet de concret pour le mode, et ça c'est sur quoi on va revenir dans un dernier moment. C'est-à-dire que ça fait véritablement sens pour un mode, pour le petit carré de ce plan, d'essayer de construire son espace de cette manière-là, puisque c'est bien comme ça que s'y prend par exemple la topologie. Alors avant de poser le dernier jalon, qui est en fait du coup maintenant une critique du pluriel une fois qu'on a fait ça, je voudrais simplement faire une sorte de bilan récapitulatif. Je pense que j'ai encore le temps, j'ai encore une demi-heure. D'accord. Prends ton temps. On va tenter de vérifier si on a bien, d'une certaine manière, répondu aux contraintes de Goodman. Pour ce qui est du monde des mondes, word of words, on n'a pas d'effet globalisateur, si on interprète Spinoza comme ça. Le cadre de référence, deuxième contrainte, a l'air de bien être interchangeable. On peut passer d'un attribut à l'autre, mais aussi de plusieurs organisations à l'intérieur d'un attribut à une autre organisation. On peut bien, à mon avis, dire que ce n'est pas réductible à une seule physique, puisqu'on se retrouve bien là avec plusieurs physiques, on voit bien ce que ça va donner dans le champ physique, on va avoir une physique einsteinienne, une physique newtonienne, très concrètement. Le dernier paramètre, par contre, celui des mots, fait problème. En fait, ça fait problème parce que chez Spinoza, on ne va pas pouvoir remplir ce paramétrage-là, qui est que le relativisme des descriptions n'existe pas chez Spinoza précisément parce qu'on a des notions communes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, entre les attributs, retrouver des notions communes qui vont permettre aussi adéquatement dans un attribut, donc dans un univers que dans l'autre, de décrire les types d'infini qui leur reviennent. Et il faut le dire, ce problème-là, pour le coup, j'ai pas du tout réussi à le dépasser. Et je pense que c'est indépassable en fait. Les notions communes chez Spinoza, qui sont en fait le fruit de son rationalisme forcené. Donc on ne peut pas, pour le coup, c'est des notions qui vont rester dans l'ensemble des types d'univers qu'on a réussi à créer. Et en fait, le vrai problème tient, et c'est ça qui va faire la transition vers la troisième partie, au fait que pour Spinoza, ces notions communes sont des traits essentiels à l'être. C'est-à-dire que c'est une logique de constitution, certes, mais c'est une logique de constitution des essences, si on retient bien la définition 4 qu'on avait posée au début. J'entends par attribut que la raison conçoit dans la substance comme constituant son essence. Donc même si on a réussi à constituer des systèmes tendus vers un point à l'infini que serait Dieu, on a réussi à constituer des essences, et seulement des essences. Et en tant qu'on a des essences, qui dit essence dit trait qui se retrouve dans l'ensemble des systèmes. Ce qui va nous permettre en fait de poser une ultime question. Le problème c'est, si on a une infinité d'essences, est-ce qu'on n'a pas une infinité de constitutions de la même essence? C'est la même question qui va nous coller à la peau. Est-ce qu'en fait on n'a pas simplement fait semblant? Est-ce qu'on n'a pas simplement fait pièce à Deleuze? En fait, on n'a pas simplement une multiplicité de constitutions d'une même essence. En fait, en toute rigueur, ici, on a un problème qui cesse d'en être un. Pourquoi? Parce que, comme James le dit, ça cesse de faire une différence. Si dire qu'on a constitué une infinité d'essences pour un même point à l'infini, ou constituer une infinité de constitutions d'une même essence, ça va peut-être très concrètement pour le mode, qui était un des réquisites, ça va peut-être cesser de faire une différence.
Jusque-là, qu'on ait une infinité de façons de constituer une essence ou l'inverse, c'est bien quelque chose qui va nous permettre d'écrire des univers de manière différente, mais il faut que ça fasse une vraie différence. Or, de ce point de vue-là, l'enjeu, ça va être de montrer que le pluralisme, savoir si on constitue de manière différente une seule essence ou plusieurs essences d'un même point tendu vers l'infini, en fait, cette pluralité qu'on a réussi à ouvrir chez Spinoza décrédibilise la notion de pluriel. C'est-à-dire que si on arrive à poser une pluralité d'univers, c'est précisément parce que chez Spinoza ça obéit à une logique des essences que la notion de pluriel chez lui est mal posée. Ça, c'est ce que je vais essayer dans un dernier moment, de montrer que précisément parce qu'on a réussi à enfoncer un coin dans la logique des constitutions, qui sont des constitutions essentielles, des traits essentiels, la question du pluriel est mal posée. Donc là, je vais passer à ma troisième partie. Je ne sais pas si vous avez une question avant que je continue. Donc je continue. Au fond, ce qu'on a réussi à formuler jusqu'à présent, c'est avoir une pluralité de champs. On a une pluralité de champs, on a une sorte de richesse des univers, au sens où ils sont définis, ils sont compactifiés les uns par rapport aux autres, et on a restitué quelque chose comme des essences, des constitutions. Maintenant, on pose la question qui est, pour Spinoza, une question abstraite, qui est la question du nombre. Est-ce qu'on a fait plusieurs essences? Est-ce qu'on a posé plusieurs essences? Or, le problème, c'est que cette question du nombre, abstraite du nombre, c'est-à-dire y a-t-il une pluralité d'essences, une fois qu'on la pose de cette manière-là, quand on a réussi à le faire, pour Spinoza, le problème, c'est qu'elle est précisément inessentielle, au sens où le nombre est une propriété au deuxième sens de ce que veut dire propriété, c'est-à-dire pas attribut, pas donnant un caractère essentiel d'une chose, mais ce que d'une chose on peut dire sans que ça lui appartienne absolument ou nécessairement. Alors là, je m'appuierai sur l'article en fait, de Macheret qui m'avait bien été utile, puisque Macheret a lui-même écrit un article qui s'appelle « Spinoza est-il moniste ?» et qui est en fait très intéressant. Qui est disponible en ligne d'ailleurs. D'accord, je ne savais pas. Et dont le livre est aussi disponible à la bibliothèque. Et qui est en fait un très bon article, je pense. En fait, la question du nombre, dit Macheret, est une question de ce qui est profondément inessentiel à la substance, c'est-à-dire de ce qui fait qu'un monde est monde. Et Macheret, dans son article sur Spinoza est-il moniste, dit que Spinoza, de ce point de vue-là, en fait, ne pourra jamais complètement être assimilé... Enfin, ça il le dit pas, mais au fond, ce qu'on peut retirer de l'article de Macheret, c'est que Spinoza ne peut pas être pensé comme un pluraliste au même sens que ce qu'on a appelé le pluralisme des constitutions analytiques comme Putnam et Goodman, précisément parce que c'est pas un penseur de l'être, mais c'est un penseur de l'essence. De ce point de vue, il est nécessairement préoccupé moins par la façon dont une substance est une substance unique, unitaire, que par la façon dont cette substance se réfléchit au-dedans d'elle-même, pour reprendre des termes hegeliens. Et Hegel lui-même avait bien compris Spinoza de ce point de vue-là, puisque il dit que précisément s'intéresser à la pluralité des essences ne constituera jamais la personnalité, il utilise le terme dans la logique de l'essence, de la personnalité de la chose. Et alors, Spinoza lui-même en fait se débarrasse de cette question un peu violemment. Alors là, j'ai retrouvé une lettre. Alors je suis vraiment désolé parce que ce que je vous ai mis de la lettre à J.R.X. Gels, en fait, c'est que le premier paragraphe qui compte, et j'ai oublié de vous mettre le paragraphe antérieur à celui-là, donc je vais vous le lire de manière lente pour que vous puissiez l'entendre. Et je pense que c'est vraiment l'un des plus beaux textes que Spinoza a écrit sur le pluralisme, et l'un des plus violents aussi, puisque vous allez voir, il compare le pluralisme à quelque chose comme une monnaie. Donc je bois et je vous le lis. Alors, lettre à Yels de juin 1794. Donc là, c'est le paragraphe que vous n'avez pas. Pour ce qui concerne la démonstration par laquelle, dans l'appendice des principes de Descartes démontrés géométriquement, j'établis que Dieu ne peut être appelé que très improprement, seul et unique.
Je réponds qu'une chose ne peut être dite seule et unique à l'égard de l'essence, mais seulement à l'égard de l'existence. Nous ne concevons en effet les choses comme existant en un certain nombre d'exemplaires qu'après les avoir ramenées à un genre commun qui veut dire déjà processus abstrait en fait, chez Spinoza, qui tient en main, par exemple, un sou et un écu, ne pense pas au nombre d'eux s'il ne range le sou et l'écu sous une même dénomination, celui de pièce de monnaie. Alors seulement il pourra dire qu'il a 2 pièces de monnaie, l'écu et le sou étant tous deux dénotés par ce terme. Et là c'est ce que vous avez. De là suit manifestement qu'une chose ne peut être dite seule et unique, avant qu'on en ait conçu quelque autre ayant même définition, comme on dit, que la première. Mais l'existence de Dieu étant son essence même, il est certain que dire de Dieu que Dieu est seul et unique montre ou qu'on n'a pas vu, ou qu'on n'a pas de lui une idée vraie, ou que l'on parle de lui improprement. Donc, ce qu'on fait ici avec les pièces de monnaie, c'est qu'on les compte sans s'intéresser précisément à ce qu'elles ont dans leur essence, sans porter leur attention sur elles. La pluralité ou la monicité, c'est au fond une façon de revenir à l'inimportant, à ce qui ne nous importe pas, combien il y a de monde ou d'univers. Ce qui importe pour Spinoza, c'est bien plutôt comment se clôt un univers sur lui-même. Une autre façon de dire que le pluralisme chez Spinoza est en fait la question de la façon dont les modes... En fait, c'est une autre façon de dire que le pluralisme chez Spinoza est en fait la question de la façon dont les modes ou les attributs s'unifient par une cohérence qui peut être précisément celle d'un point à l'infini. En tout cas, cette question-là, en tant qu'elle est posée abstraitement une fois qu'on a plusieurs univers, plusieurs attributs, plusieurs modes, ne permet pas de viser ces univers, ces attributs, ces modes, comme des types d'infini essentiels, précisément. Et c'est là, au fond, qu'on retrouve quelque chose chez Spinoza comme une logique en fait, je vais l'appeler pragmatique, mais quelque chose comme une logique pragmatique chez Spinoza. C'est-à-dire que c'est une question inessentielle, précisément parce que quand on commence à la poser, elle commence déjà à nous avoir fait entrevue le côté inessentiel des choses, donc la partie inimportante des choses. La question des univers en tant qu'ils sont pluriels n'est bien posée que quand ils commencent à faire une différence les uns par rapport aux autres. Le corps par rapport à la pensée, par exemple. Et au fond, nous revenons à partir de cette question sur un critère très pragmatique. Et là, pour terminer cette dernière partie, il faut aller voir les pensées métaphysiques de Spinoza et ce qu'il dit sur l'un, le vrai et le bien. Et au fond, mon interprétation, c'est que dans ce texte-là, alors c'est moins violent dans sa manière de décrédibiliser la question du pluriel ou du comptage des pièces de monnaie. En fait, dans ce texte-là, son critère pour dire que ça fait sens ou pas, c'est de dire si on est en train de faire de la métaphysique ou pas. Et il rejette précisément cette version métaphysicienne de la pluralité. Oui, je t'interromps juste une seconde. Du coup, cette critique de la métaphysique, c'est un peu un ordre normatif, enfin chez Spinoza, mais l'idée que ça doit faire une différence, que ce critère pragmatique, il est de toi, oui, bien sûr. On est d'accord. Je le renforce en fait, je l'appuie dans. D'accord, mais tu en trouves vraiment les racines chez Spinoza par exemple, là, c'est-à-dire que là, en fait, c'est Bon, tu vas voir à la fin, je pense que tu l'as lu, mais il dit « mais la chose n'a pas tant d'importance, elle n'a même aucune importance ». Et c'est-à-dire que vraiment, on a l'impression que pour Spinoza, il va même pas en parler précisément parce que ça revient au fond à des querelles métaphysiques que de savoir si on a constitué plusieurs essences ou de savoir si on a plusieurs versions, plusieurs essences d'une seule et même chose, en fait. Et que cette question-là, une fois qu'on a réussi à le faire, donc nous on a essayé de le faire par la topologie, en fait nous fait entrevoir une logique comptable, c'est-à-dire une logique de l'inessentiel, nous fait reperdre le type d'infini
qui doit toujours nous guider, c'est-à-dire cette intuition qu'il y a une plénitude, une richesse des univers en fait. Je ne sais pas si c'est... Oui, effectivement. Je pense que c'est assez présent dans ce texte. Donc Spinoza dit, donc c'est dans les pensées métaphysiques, oui, chapitre 6, de l'un, du vrai, du bien. Ces termes sont tenus par presque tous les métaphysiciens pour les affections les plus générales de l'être. Ils disent en effet que tout être est un, vrai et bon, quand bien même personne n'y pense. Mais nous allons voir ce qu'il faut entendre par ces termes lorsque nous aurons examiné chacun d'eux séparément. Ce qui est l'unité. Commençons par le premier, à savoir l'un. On dit que ce terme signifie quelque chose de réel hors de l'entendement, mais ce qu'il ajoute à l'être, on ne sait l'expliquer, et cela montre assez que l'on confond des êtres de raison avec l'être réel, par où il arrive que l'on rend confus ce qui est conçu clairement. Il y a vraiment cette logique d'avoir quelque chose qui est clair et qu'on va rendre plus confus. Pour nous, nous disons que l'unité ne se distingue en aucune façon de la chose et n'ajoute rien à l'être, mais est seulement un mode de pensée par lequel nous séparons une chose des autres qui lui sont semblables ou s'accordent avec elle en quelque manière. Ce qu'est la pluralité et à quel égard Dieu peut être dit un et à quel égard unique. À l'unité, l'on opposera la pluralité qui certainement n'ajoute rien aux choses et n'est rien d'autre qu'un mode de pensée comme nous le connaissons clairement et distinctement. Je ne vois pas ce qui reste à dire au sujet d'une chose claire, il faut noter seulement que Dieu, en tant que nous le distinguons des autres êtres, peut être dit un. Mais en tant que nous trouvons qu'il ne peut pas y avoir plusieurs êtres de sa nature, il est appelé unique. Si cependant nous voulions examiner la chose plus attentivement, nous pourrions montrer peut-être que Dieu n'est appelé qu'improprement un et unique. Et là précisément, que va faire Spinoza? Pas ça du tout. Il dit « Mais la chose n'a pas tant d'importance, elle n'a même aucune importance pour ceux qui sont occupés des choses et non des mots, laissant cela. » Et précisément, on retombe bien sur ce critère des mots, en fait. Il n'y a pas de relativisme des mots chez Spinoza. Qui va pouvoir engager un relativisme, enfin, un pluralisme des constitutions analytiques? Puisque précisément, pour Spinoza, quand ça arrête de faire sens, quand quelque chose n'a pas l'air d'être seulement une, précisément parce qu'on est dans la logique de l'essence, quand on retombe dans un point de vue abstrait, alors on retombe dans les mots, dans une logique des mots. Ça peut pas être les deux, au fond, si on parle des pièces de monnaie, ça peut pas être les deux faces d'une même pièce. Les mots et la pluralité. Du coup, Spinoza déclare notre impuissance à résoudre ces questions plutôt que... Alors, moi, je pense qu'on peut le lire comme ça, mais on peut le lire comme, au fond, je pourrais vous le montrer, mais en fait, ça ne va pas nous, comme il dit, guider comme par la main pour aller avoir l'intuition divine. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, Spinoza, bon là il est dans les pensées métaphysiques, c'est de vous montrer qu'on peut raisonner sur des types d'infini. Par ailleurs, il pense que c'est possible. Par ailleurs, il pense que, à mon avis, c'est possible d'en terminer avec cette logique abstraite du pluriel, de la monnaie et du caractère comptable. Je pense qu'il dit, cependant, si nous voulions examiner, peut-être qu'on pourrait le montrer. Et au fond, il pourrait s'y atteler, mais c'est inessentiel. Ça fait un peu tour de passe-passe. Oui, bien sûr, mais je pense vraiment que pour Spinoza, il y aura un critère pour dire ne lui paraissent uniques et unitaires que des choses qui, quand elles se sont compactifiées, quand elles forment univers, quand elles ont réussi à se clore sur elles-mêmes. Au fond, ne forment univers que quelque chose comme « j'entends par cause de soi ce dont l'essence enveloppe l'existence ». Ça, c'est Dieu. Ça, c'est une logique divine, c'est-à-dire qu'on a réussi à compactifier quelque chose, l'essence constitue son existence. Quand on retombe, quand de là, on fait un décrochage vers une logique des existences comptables, on a perdu la logique de la constitution, on est dans un registre, précisément dans lequel celui est Spinoza, polémique. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à être méchant et à dire dans le registre deleuzien, mais il y a quelque chose comme ça, en fait. Quand je commence à faire de la monnaie sur ce que j'ai réussi à constituer, moi, Spinoza, j'entre dans un registre de disputatio. Je dispute avec les autres gens. Et c'est pas ce que veut Spinoza. Il y a une sorte de critère pragmatique. Enfin, je pense, en tout cas. Je termine, j'en ai plus que pour 10 minutes. Vas-y. Donc, en fait, dans ce passage, Spinoza rejette l'attribution, au premier sens d'attribut, c'est-à-dire propriété qui n'est pas essentielle à la chose, mais qui peut être dite de la chose. Il rejette cette logique de l'attribution comme un processus abstrait, inutile, non concret, qui, au fond, n'a rien à voir avec la constitution d'un monde. Une nature, un univers, n'est jamais qualifié essentiellement par le critère de l'unité. Et donc, précisément, ici, cette logique comptable est appelée métaphysique. Spinoza dit ce que la pluralité ou l'unicité rajoute à l'être
on ne sait en fait l'expliquer. Il dit on ne sait expliquer ce que ça rajoute à l'être. Au fond, précisément, c'est que ça ne rajoute rien, ça ne change rien, et mon interprétation, c'est que ça ne fait aucune différence. C'est-à-dire que ça ne permet pas de caractériser un univers dans son être. Le critère numéraire ou le critère du nombre est un mode de pensée qui ne fait pas, qui est une opération qui ne fait pas à la lettre de différence. Alors, en conclusion, au bilan, que disons-nous une fois qu'on est passé par la logique de la Constitution et la logique critique après cette Constitution de Spinoza? D'abord, nous disons que l'attitude constitutive ou constituante de l'attribut est précisément, enfin c'est ce que nous pensons, le seul moyen d'obtenir véritablement un pluralisme chez Spinoza. Et que c'est comme ça qu'on répond à l'enjeu qu'on s'était posé, d'un enjeu de savoir si le pluralisme était réactif ou constitutif, réactif chez Deleuze et on pense constitutif chez Spinoza. Ce que nous disons aussi, c'est que Dieu ou la nature, en tout cas une substance, ne peut pas être conçue face aux attributs comme quelque chose d'antérieur au sens d'une priorité englobante, en tout cas. Au sens d'une priorité englobante. Nous obtenons peut-être pas forcément un pluralisme à la Goodman ou à la Putnam, mais nous obtenons un pluralisme qui n'est pas réductible à un monde des mondes et qui, en tout cas, est presque totalement conforme aux contraintes qu'on s'est posées chez Goodman. Enfin, nous disons que la question du multiple, lorsque on la repose à ce qu'on a divinisé, c'est-à-dire absolutisé, compactifié, est une question mal posée, en toute rigueur mal posée. Et le pluralisme chez Spinoza obéit bien du coup aux deux critères qui définissent le troisième genre de connaissance chez Spinoza, une connaissance tabulaire, ce qu'il appelle une connaissance tabulaire, et une connaissance qui joue sur un type d'infini. On a bien une connaissance tabulaire, puisqu'on a un point projeté à l'infini, et on a des types d'infini qui reviennent et qui sont projetés sur ce point à l'infini. Et de ce point de vue-là, on n'a aucun compte à tenir de la connaissance inadéquate, qui est une connaissance abstraite par nombre. La comptabilité des essences est inessentielle. Et pour terminer, au fond, si on veut maintenant, une fois qu'on a utilisé Spinoza, enfin qu'on a reconstitué Spinoza, faire pièce au dualisme, on ne peut, précisément pour faire pièce, adopter une logique de comptable. Faire pièce, c'est ne pas nourrir ou produire une nouvelle monnaie, plutôt, c'est dessiner d'une certaine manière le sceau qui va servir à frapper cette monnaie. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation très claire et très intéressante. Est-ce que vous avez des remarques, questions, suggestions? Moi, j'ai une question. Oui. Je connais très mal la géométrie riemannienne, enfin je connais pas du tout, et je comprends pas ce que ça veut dire un point projeté à l'infini. Ouais. Alors, disons que pour Riemann, en fait, précisément, ce qui est intéressant ici, et c'est pour ça que j'ai utilisé la géométrie riemannienne, c'est que il n'y a pas de statut en épistémologie géométrique précisément attribué à ce que serait qu'un point projeté à l'attribut. On ne peut pas appeler ça précisément une hypothèse, on peut peut-être appeler ça un postulat, il va falloir expliquer pourquoi, mais dans tous les cas, on a quelque chose comme une intuition de ce qu'on peut faire pour pouvoir compactifier un ensemble, donc on a dit l'ensemble des complexes, et le compactifier, au fond, on peut le faire si on se donne, c'est pour ça que j'ai appelé ça une carte blanche au début en fait, c'est-à-dire que si on se donne les mains libres pour pouvoir projeter cet ensemble-là vers un point à l'infini. Mais le statut épistémologique n'est pas clair, et c'est précisément ça qui est intéressant en fait. Oui. Alors, je viens de mettre mais je D'accord. Je dirais que déjà dans la géométrie projective, le point à l'infini n'a plus un statut spécial, c'est un point comme tous les autres. Mais dans le cas de la géométrie riemannienne, exprimée dans le langage d'aujourd'hui, en plus, je ne sais pas si c'est un jeu de mots ou s'il y a vraiment une relation, mais on parle d'une compactification de l'espace, dans le sens qu'il y a une notion topologique d'espace compact
et les plans réels, ou les plans complexes, les plans en général, qui n'est pas compact, une fois qu'on l'ajoute, soit les points à l'infini, ou si on parle de géométrie réelle, soit la droite à l'infini, il devient compact. C'est pas exactement les deux choses ne sont pas exactement les mêmes. La perte des études spéciales de l'infini et la compactification, sinon c'est plutôt que l'une cause l'autre. D'accord. Dans tous les cas, à mon avis, ce qui est vraiment intéressant, je pense que ta question, en fait, elle tape précisément sur, à mon avis, le point le plus fondamental, qui est que, au fond, on n'a même pas besoin de dire ce que c'est. En fait, on n'a pas besoin que ce soit mis dans une rubrique postulat, par exemple. On peut juste dire qu'on peut s'en servir comme ça et qu'on peut le faire comme ça. Et au fond, on peut parler d'une substance qui serait un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs. Et au fond, si on considère que les deux mouvements, ce que j'appelle, dans ma thèse, que je vais tenter d'appeler un coût intellectuel, le coût intellectuel, en fait, est à peu près le même. Ce que ça coûte en termes intellectuels, et aussi ce que ça ne coûte pas, c'est-à-dire l'économie de penser que ça permet, est assez fabuleuse. C'est-à-dire qu'on va se donner pleine plénitude, comme ça, un principe de plénitude, et ensuite on fait ce qu'on veut, on constitue des univers, on compactifie des univers par ce point-là. Donc voilà, chez Riemann non plus, en tout cas il n'y a pas de statut fixé et définitivement fixé à ça. Oui. Merci beaucoup. J'ai une question. Si demain on va découvrir qu'on ne peut plus penser des pensées, mais seulement des corps et de l'extension, si demain on va perdre l'attribut du pensée, Ouais. pour Spinoza, est-ce qu'il y a quelque chose qui sera perte? Est-ce qu'il y aura véritablement une perte? Oui. Il y aura une perte... En fait, s'il y a une perte, quand on se retrouve de deux attributs à un attribut, il y a... Je pourrais rephraser. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a une perte dans notre conception du monde? Est-ce qu'il y a quelque chose oublié Il y a pour l'intelligence? Disons qu'il y a un type d'infini ou un système de signification en moins, à partir duquel on peut viser les autres systèmes. La raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est à cause de Scholium, de la deuxième partie, septième Ouais, cette proposition, et le Scoli. Ouais, alors il faut me le rappeler par contre. Et il a dit quelque chose qui semble très pluraliste, c'est que quand on voit le monde par l'attribut de l'extension, ou sous l'attribut ou sous notre attribut, il y a toujours la même nature. Et c'est une raison pour lier Spinoza avec Goodman. C'est peut-être l'expression de la troisième ligne. La troisième contrainte? Oui, l'impossibilité de la réduction. C'est parce que chaque attribut, c'est une description complète. Cela dit, je ne l'ai plus exactement en tête, d'ailleurs j'ai plus réduit à mon éthique, mais il dit qu'il reste une seule et même nature. Oui, c'est toujours la même nature, mais ça semble pluraliste, mais c'est un peu pas pluraliste parce que parce que chaque attribut est complet et on n'a pas besoin de plusieurs. En fait. Oui, c'est ça. En fait, on peut se contenter, mais précisément, en fait, c'est pour ça que, à mon avis, c'est intéressant une fois qu'on a ouvert des univers par les attributs, de se demander si on peut avoir une logique comptable, précisément. Ce que j'ai appelé une logique comptable. Parce que si on essaye d'avoir une logique comptable ensuite, on va parler en termes de gain ou de perte. Alors qu'en fait, chaque univers en soi
suffit à soi-même d'une certaine manière. C'est bien ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'appelle ça un critère pragmatique aussi pour Spinoza. Ça nous suffit, une logique des corps purs nous suffirait. L'attribut étendu nous suffit, elle fait monde. Et dirait Spinoza, c'est pour la plupart des gens, dans ce monde-là, que les gens constituent leur monde. C'est bien avec ce monde-là, ils n'ont affaire qu'à ce monde-là. Heureux, bien heureux ceux qui ont accès au deuxième univers, celui de l'attribut pensé, pour lequel il se clôt, il forme une surface et ce genre de choses. Mais dans tous les cas, ça suffit à soi-même, en fait. Et ça, je pense qu'on peut entendre la première définition comme ça, par exemple. Ça suffit. Je crois que Valérie, quand dans le cimetière marin, dans les premiers vers, dit... c'est quoi déjà ? Qui suffit à soi-même, avait donné une interprétation spinoziste de ce genre de choses. Mais c'est ça, en fait, c'est vraiment qui s'auto-suffit, qui nous permettent déjà d'avoir un monde comme monde. Et c'est pour ça que ce que j'ai appelé logique comptable, à mon avis, est intéressante quand on a ouvert des attributs et des univers. On ne perd et on ne gagne rien dans tous les cas. Oui, j'ai une autre question. Oui, bien sûr. C'est donc, pour Goodman et aussi pour Spinoza, il me semble qu'il y a un problème. C'est un problème fameux, je crois. C'est que c'est impossible d'arriver à une conception du monde dehors d'un attribut. En dehors d'un attribut. Au dehors d'un attribut. Mais Spinoza fait beaucoup des phrases qui concernent un Dieu absolu. Par exemple, Spinoza croit que Dieu peut être conçu sous l'attribut de l'extension et aussi sous l'attribut de la pensée. Ouais. Et à mon avis, c'est difficile de traduire cette phrase à une phrase relative. Sous une phrase relative ? Oui. C'est pas une phrase relative, c'est une phrase qui concerne un Dieu qui est transattributif. La première phrase de l'éthique, il y a beaucoup de phrases, et la première phrase, il ne concerne pas l'extension ni de la pensée, il concerne l'être nu. Ce qui m'a intéressé quand on a repris cette page de l'éthique, c'est qu'ils ne sont pas précisés, les attributs, ils ne sont pas encore précisés. Et donc du coup, on ne peut pas lire cette page-là comme quelque chose comme, précisément, les attributs que nous, en tant qu'être humain, nous connaissons, ou en tant qu'être fini, nous connaissons. Les attributs, ici, c'est la façon dont on va se donner les moyens de constituer un être. Et on constitue un être non seulement avec une substance, non seulement avec des modes, mais avec quelque chose qui vient en plus leur donner une sorte de dimension, vraiment, qui est cette sphère en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est une dimension de surface, vraiment au sens riemanien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se donner simplement un tout avec des choses qui bougent à l'intérieur, ça ce serait une conception purement ensembliste en fait, la conception naïve d'un univers, et on ne va même pas dire ce sont ni la substance ni les modes, mais en plus on va se donner les moyens de faire que ces ensembles soient eux-mêmes infinitisés et puissent communiquer les uns avec les autres. Et ensuite, on va les préciser. Oui, d'accord, mais nous n'en connaissons que deux. Et là, c'est pour ça que j'appelle ça un principe de plénitude chez Spinoza, puisque nous ne pouvons les viser que par et c'est ce que j'ai appelé le corrélationnisme modal, et je pense que Spinoza, ça, il pourrait y répondre. Très bien, nous ne connaissons que la pensée et l'étendue, mais
au fond, ce qu'on fait d'abord, c'est une logique constitutive. Et pourquoi pas nous donner les moyens, une carte blanche, pour avoir l'infinité des attributs. Mais alors, du coup, les attributs appartiennent à la substance, d'accord, mais pour reprendre la question posée tout à l'heure, si jamais on s'était trompé, par exemple, en fait, la pensée pouvait être réduite à la matière ou de manière réductionniste, finalement, ça ne changerait rien au réel, mais nous, on aurait inventé un attribut qu'ensuite dont on pourrait faire l'économie ensuite, finalement. Et, mais du coup, ça ne reconfigurerait en rien le monde. Ça ne reconfigurerait en rien cet univers, cette organisation par la surface qui au début était scindée, qu'on avait appelée la pensée et l'étendue. Ça ne la reconfigurerait en rien par rapport aux autres attributs, mais ça ferait quand même une différence qui est que au sein même d'un seul attribut, par exemple au sein même de l'attribut pensée, on peut comprendre le monde comme des corps impénétrables qui se tapent les uns avec les autres, et aussi comme des choses qui s'entrepénètrent sur le plan des idées, en fait. Et ça, c'est vraiment une logique de constitution aussi à l'intérieur même d'un attribut. C'est-à-dire qu'il s'est donné non seulement les modes, il s'est donné non seulement les attributs, mais il s'est donné aussi les modes dans les attributs. Et dans les attributs, on peut refaire les plis, les niches et ce genre de choses, en fait. Et retrouver une infinité de points de vue. Et de ce point de vue-là, même si on a réussi à réduire, on ne perd rien, et ça ne va rien changer sur la logique de l'être, qui est en fait une logique, à mon avis, purement géométrique, en fait. Enfin, vraiment. Mais alors, depuis l'infinité des modes, donc des points de vue sur l'être, on ne peut pas se tromper en quelque sorte en visant des attributs. En quelque sorte, on ne peut pas se tromper finalement. On est toujours dans le schème où les modes ne sont jamais que conséquences d'une substance organisée en une subdivision à l'infini d'attributs. J'ai pas compris ta question. En gros, dans l'infinité de modes qui existent, oui. Est-ce qu'il y en a qui se constituent, on va dire de manière, c'est naïf, mais imaginaire, sans parvenir à viser aucun des attributs réels de la substance? Quel est le lien entre les deux c'est ça que j'essaie de comprendre, et notamment dans ton schéma. Les modes se meuvent, entre guillemets, toujours à l'intérieur d'attributs, chez Spinoza. C'est-à-dire que ce petit carré doit toujours se situer dans un champ. Il doit toujours être sur un plan quelconque, pour pouvoir ensuite viser la totalité de ce plan, et pourquoi pas la totalité de ces plans. Il n'y a pas de mode hors plan, déjà. Il n'y a pas de mode hors plan, c'est assez bien dit. Il n'y a pas de mode hors plan. Il ne peut pas y avoir de mode hors plan chez Spinoza, puisque précisément, il y a vraiment une logique des champs et des surfaces, en fait. Et un mode peut être coupé par deux plans, par deux attributs, précisément, par l'attribut de la pensée et par l'attribut de l'étendue. Mais il est probablement coupé par une infinité d'attributs. Et on pourrait, en fait, ta question est intéressante, j'avais commencé à, j'ai pas eu le temps là, parce que je pense que ça aurait pris du temps, mais à se demander si, au fond, on pouvait pas constituer non seulement plusieurs univers en tant qu'il y a plusieurs attributs, plusieurs univers au sens où on peut reconfigurer de plusieurs manières un attribut, mais au sens aussi où on ne peut pas créer des attributs. Par exemple, on peut très bien considérer que l'imagination serait un attribut chez Spinoza. Et en fait, je pense que ça marcherait assez bien. Et Spinoza, au fond, il verrait simplement qu'une manière, alors probablement cette fois, en fait, le critère qui jouerait, c'est qu'une manière qui serait assez bien formée pour que ça tienne et que ça continue à tenir, mais assez mal formée pour que, à la fin, elle finisse par être réductible à la physicalité ou à la pensée, puisque l'imagination, c'est un ensemble d'idées inadéquates. Donc c'est un système qui est mal construit. On peut le comprendre comme un système mal construit, en fait. D'accord. Et de ce point de vue-là, on vit tous sur des systèmes mal construits. Simplement, si on s'y prenait bien et si on les reconstituait vraiment, vraiment à fond, on tomberait sur des attributs mieux construits, justement, et des univers mieux organisés. Mais le problème, c'est que si on prend en compte ces univers imaginaires, qui sont des constitutions imaginaires, c'est jamais sur la base
d'une complète indépendance, une complète non-communication entre les univers, puisque précisément, il y a toujours des notions communes chez Spinoza. Ouais. Donc de ce point de vue-là, ça c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment le problème sur lequel on bute, c'est-à-dire que ça ne peut pas être comme chez Goodman ou Putnam, des exemples de relativisme linguistique, par exemple. Il n'y a pas de théorie linguistique du pluralisme chez Spinoza, autre que la tarte à la crème dont je parlais, qui est l'herméneutique dont s'est servi Deleuze, en fait. De dire qu'on a une univocité qui se déploie sur un plan plurivoque. Mais ça, c'est pas la manière dont je pense Spinoza constitue son pluralisme en ontologie. Ça, c'est au fond sur un seul et même plan. Sur un seul et même plan, j'ai une infinité de manières de faire varier ce plan. Mais c'est pas des compactifications de plans. Et ça, c'est un peu différent. Bon, et c'est une interprétation très séduisante de Spinoza, mais alors du coup, comment t'expliquerais qu'on en a eu d'abord une vision moniste et puis ensuite cette vision deleuzienne? Est-ce que c'est d'après la lecture qu'on a fait Hegel notamment qui a largement classé d'abord Spinoza dans un schème absolutiste et moniste qui en a fait la lecture? Enfin, parce que là j'ai l'impression que tu parles d'interprétation très récente de Spinoza. Oui, c'était surtout pour continuer la conversation de la semaine dernière. Ouais, ce qui est une très bonne chose. Mais du coup, je sais pas, j'ai pas envie de te faire l'historique des lectures de Spinoza, mais tu dirais que ça a émergé quand? Enfin, pourquoi je pense qu'on a tardivement. Ouais. Non, c'est une bonne question. Je pense qu'en fait, évidemment, Spinoza doit être conçu comme un moniste, précisément quand on est dans la logique réactive. C'est-à-dire que par rapport à... c'est quand on se place dans la question des rapports, précisément dans l'histoire de la philosophie. Par rapport à Descartes, évidemment, Spinoza est moniste. On peut même pas le dire autrement, puisque précisément, chez Descartes, il y a une incommunicabilité totale de ce que Spinoza appelle des attributs et ce que Descartes appelle des substances. On comprend pas comment c'est agencé. Dans la cinquième méditation, on comprend juste pas comment ça communique l'un avec l'autre. Enfin, du coup, plus qu'un monisme, c'est un antidualisme. Oui, voilà, exactement. Mais ce qu'on a appelé monisme, pour moi, c'est la version améliorée ou la version plus de simplement une réactivité face à d'autres auteurs. En fait, Spinoza, quand il est en train de faire de l'ontologie, par exemple dans cette première page, ne peut être appelé moniste que sur un plan comptable qui ne l'intéresse pas du tout, quoi. Et de ce point de vue-là, à mon avis, c'est pas je crois pas que ce soit Hegel le responsable, à mon avis c'est plutôt Leibniz le responsable. Puisque pour Leibniz, une substance est toujours une substance. Et de ce point de vue-là, Leibniz, je pense qu'une substance est toujours une substance, arriverait dès la définition 3. Parce que précisément, lui ce qui l'intéresse, c'est de constituer enfin ça je pense qu'il faudra en parler avec Victor Béguin, mais à mon avis, cette pensée du nombre, précisément, parce que Leibniz, lui, il joue sur un calcul infinitésimal, elle arriverait dès la première partie de l'éthique. Et donc, à mon avis, celui qui serait responsable du monisme de Spinoza, c'est plutôt Leibniz que Hegel, de ce point de vue-là. Il ne peut pas y avoir, pour Spinoza, une prolifération des substances. C'est-à-dire qu'il est pluraliste précisément sous la forme des attributs, il ne peut pas l'être sous la forme des substances, il ne peut pas y avoir une infinité de petites rétractations. Disons qu'en fait, de ce point de vue-là, Leibniz, ce qu'il a fait, c'est faire passer la substance au bout. Il a fait passer l'unification des substances à la cinquième définition, c'est-à-dire dans chacun des modes qui peuplent. Pour le coup, là, c'est des emboîtements d'infini les uns dans les autres, en tant que ce sont des emboîtements de substances, cette fois. Donc là, la logique des mondes intervient du niveau le plus infinitésimal au niveau le plus infinitésimal. Je ne sais pas si ça répond. Ah oui, tout à fait, c'est clair. Et puis ça permet de faire un lien avec la séance 4, où on avait pu voir un peu le pluralisme chez Leibniz avec Victor Béguin. Donc, D'autres questions, remarques? Non. Bon, on va clore la séance, du coup. Merci beaucoup, Vincent, pour cette belle séance. Et la semaine prochaine, donc, on aura une intervention de Morten Jelby, qui est doctorant à Paris 1 avec Renaud Barbaras, et qui va
nous faire un aperçu de la vision de la pluralité chez Sartre, une vision phénoménologique. Donc voilà, vous êtes les bienvenus évidemment. Et puis vous pouvez faire passer le mot à tout le monde. Merci. Merci beaucoup.